Le docteur David Banner, biophysicien, cherche le moyen de réveiller les forces latentes que chaque homme possède en lui. Mais une surdose accidentelle de radiation gamma bouleverse la composition chimique de son organisme. De ce jour, quand David Banner se met en colère, une étonnante métamorphose se produit. C'est un monstre ivre de rage qui est alors traqué sans relâche par un journaliste enquêteur. Monsieur McGee, ne me poussez pas à bout. Vous regretteriez de me voir en colère. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Marvel Initiative. Je suis Sofiane. Avec moi, comme toujours, Maxime. Salut. Et Zoltan. Oh là, zéro jeu de mots ce coup-ci. Non, zéro jeu de mots. Parce que je suis fatigué, j'ai l'impression que je dis ça tout le temps dans le podcast en ce moment. Et deux, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux de mots à faire, en fait. En regardant le film, je me suis dit, merde, il n'y a pas de trucs en axe ou M ou zoltanesque. et donc, j'ai pas trouvé. Mais si vous en avez, n'hésitez pas, hein. Allez-y. Non, là, de tête, j'avoue que je comptais sur toi, Sofiane. J'ai failli dire l'incroyable Max. Ah, ça passait. Voilà, l'incroyable Max. Voilà. Pour cette semaine, si vous l'avez pas compris, on va parler de Hulk. Celui de 2003, pas l'autre. L'autre, il y a déjà un épisode. Hein. Il y a déjà un épisode, c'était le deuxième épisode du podcast d'ailleurs. Donc ça date, ça a 2 ans maintenant. Et je sais plus si on avait été gentil ou pas du tout, j'ai complètement oublié. Hein. Donc, oui, vous aviez. Je me rappelle que vous aviez plutôt bien aimé parce que vous trouviez que le ton était hyper mature. Notamment, tu vois, il y a une scène de cul où Edward Norton il ose pas aller au bout parce qu'il a peur que Hulk se réveille pendant qu'il baise. Enfin, vous aviez bien aimé ce côté un peu, un peu plus mature que Marvel va perdre avec le temps. Et surtout la lumière aussi, très sombre. Enfin, c'est un film qui est assez particulier dans les MCU, quoi. Moi, à chaque fois que j'y repense, je me dis que je l'aime pas, tu vois. Donc peut-être que j'étais celui dans le podcast qui avait un avis un peu moins, qui était un peu plus, un peu moins chaud sur le film parce que je sais que c'est pas mon film préféré. Hein. Non, c'est pas ce qu'on ressentait, mais c'était plus le côté que il a une place atypique et qu'il est pas acheté non plus, quoi. Voilà, c'était ça qu'on ressentait. Ça c'est vrai. Ouais. Le film, ils ont commencé à vouloir le produire en 90. Parce qu'avant ça, il y avait la série télé dans les années 70 avec Lou Ferrigno, où il s'appelait David Banner. Il s'appelait pas Bruce. Et bon, c'est surtout connu pour le mec qui se transforme en mec un peu plus grand et un peu plus baraqué. Oui. C'est beaucoup moins impressionnant que le Hulk qu'on voit dans ce film-là, par exemple. Oui, c'était grotesque la série. C'était juste un mec pas en vert, quoi. Un peu. Ouais. Mais par contre, la série en elle-même, elle était très prenante, enfin très touchante, je voulais dire, pas prenante, parce qu'il passe en gros, il se promène de ville en ville, là sur la route, et ça finit toujours avec lui qui marche sur sa route avec la petite musique super triste au piano, et dans l'histoire, il y avait un truc, quoi. Le mec, voilà, il faut pas l'énerver, alors il fait tout pour pas s'énerver, et il part à chaque fois, il est obligé de partir, et donc il peut pas vraiment se créer des liens à chaque fois. Et il y avait de l'idée. Si là il la faisait aujourd'hui, je pense que ce serait une bonne série de nos jours, Hulk. J'allais en parler, mais moi pour préparer cet épisode, je me suis lancé dans les Immortal Hulk, la dernière version de comics qui est sortie depuis 2 ans là. Et il y a un peu de ça, hein. C'est un peu ce délire, justement, on a un Bruce Banner qui s'est fait passer pour mort, donc que tout le monde croit mort, et qui va errer de ville en ville, et à chaque fois il va plus ou moins remettre des gens à leur place en les défonçant, mais qu'ils méritent, quoi. Mais pareil, il peut pas s'attacher à qui que ce soit, enfin il y a un peu ce délire, quoi. Ouais, donc je conseille Immortal Hulk, hein, c'est vrai. Ça vient entièrement de la série des années 70, parce que dans les comics, il n'était pas vraiment écrit comme ça, tu vois. Non, franchement, moi j'ai été agréablement surpris. Hein. C'est le premier Hulk que je lis parce que ça m'a jamais attiré. Et celle-là, j'en avais entendu du bien sur différents podcasts qui en parlaient. Et franchement, je vous le recommande aussi. Ouais. Max, t'as été tombé dessus toi aussi ? Ouais. C'est vraiment. C'est pour un public un peu plus mature au niveau des comics. C'est un Hulk qui me parle bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Ouais, c'est un Hulk un peu horrifique. Après, voilà, ça fait quand même des ramifications avec les Avengers, avec tout l'univers Marvel. Hein, ça, c'est tout. Enfin, il y a plein de persos qui passent dedans, quoi. Mais c'est vrai qu'on est sur un truc beaucoup plus psychologique, plus pécheux. gore un peu horrifique, et il y a vraiment des trucs cool, quoi.
Ok, c'est vrai que j'ai jamais rien vraiment lu de Hulk. Mais Il y les a comics quelques Marvel, grands arcs, les comics Marvel, j'en ai pas lu énormément. J'étais vachement plus d'ici. À l'époque où je lisais beaucoup de comics, c'était essentiellement Batman. Mais et ouais, c'est vrai que tous les comics que j'ai ici, c'est des trucs Batman la plupart. J'ai quelques Superman aussi, mais sinon j'ai rien de Marvel quoi. J'ai jamais été trop Marvel. Ouais, pareil, moi, j'ai jamais été trop Marvel. Je trouve que c'est tellement le bordel leur parution à Marvel que. DC c'est pas mal aussi hein, dans le genre. Oui, oui, c'est vrai. Mais j'ai plus de facilité à. Je trouve qu'en France, en fait, ils sont mieux édités, les DC. C'est peut-être Oui. ça qui me. C'est-à-dire qu'avec Urban Comics, qui vraiment fait les choses un peu proprement, ça aide. Je trouve que Marvel, c'est quand même compliqué de suivre quand t'es pas un expert dans le milieu, quoi. Ouais, j'ai l'impression que ça a jamais vraiment traversé l'Atlantique Marvel. Enfin, les comics, hein, je parle pas des films. Mais j'ai l'impression que la France a toujours été un pays d'ici, quoi. C'est comme Ouais, on c'est a pas- plus été un pays Star Wars que Star Trek, quoi. C'est aussi ça. Ouais, c'est pas faux. Ouais, voilà. Mais même, tu vois, Marvel, je trouve qu'ils font beaucoup de. Enfin, par exemple, quand moi qui ai voulu me lancer dans Civil War, donc t'as des espèces de parutions. Je crois que c'est Panini qui édite les Marvel, Oui. si je me trompe pas. Et le truc, c'est que enfin, tu peux pas suivre la chronologie des machins, c'est totalement éclaté. Enfin, vu que c'est un grand event qui a des parutions dans tous les sens qui sont mis ensemble. C'est compliqué d'aborder ça, quoi. Et je trouve que d'ici, j'ai moins ressenti ça. Je trouve que les runs, ils sont déjà un peu plus clairs. Ouais, mais quand même, dès qu'il y a des événements, c'est exactement la même chose. Les deux, ils font exactement la même chose. Hein. Ouais, moi, je suis pas tombé sur le même. Tous les Batman que j'ai lus, par exemple, j'ai eu Ouais, l'impression mais je te de parle des les suivre, événements quoi. avec tous les personnages. Je te parle pas juste de Batman, quoi. Oui, mais par exemple, tu vois, tu prends Injustice, par exemple, bon, bah voilà, enfin, je veux dire, tu peux considérer ça comme un event, et en fait, non, c'est juste un run d'une certaine particularité, et ça a pas. Alors que Marvel, il y a quand même cette espèce de vrai truc de continuité qui s'arrête quasi jamais, quoi. Qui est dur à prendre en cours, je trouve, qui est beaucoup moins abordable de l'extérieur, en tout cas. Ouais, ils font des reboots de temps en temps. Ils en ont fait un il y a pas très longtemps, là. Oui, il faut savoir piocher et se mettre aux bonnes étapes, enfin les moments clés de l'histoire de Marvel, enfin les gros crossovers et puis après piocher dans les runs un peu plus courts et qui vont bien parce que si tu essayes de choper toute la ligne temporaire du MCU, enfin du MCU, des comics Marvel, c'est impossible. Surtout maintenant. Bon, on retourne à la production. Avi Arad, il voulait le produire en 90. Et le premier concept, c'était Hulk contre les terroristes. Voilà. Ça donne envie. Ouais. Ouais. C'est l'opposé de Rambo 3, quoi. Ils ont engagé un mec qui s'appelle John Turman, qui est un grand fan des comics, pour réécrire le script, et il en a produit 10 versions, qui avaient l'approbation de Stan Lee au passage. Et donc le deuxième concept qu'il y a eu, c'était Hulk contre les militaires, contre le leader, et on aurait vu son sidekick Rick Jones et aussi son père, qui s'appelle Brian dans les comics, pas comme là où il s'appelle David, qui est un clin d'œil à la série. Ouais, donc voilà, on aurait eu à peu près tous les méchants connus de Hulk dans le même film. En dehors de Abomination, parce que Abomination, c'est autre chose. Moi, j'avoue que c'est le lore de Hulk, je le connais hyper mal. Hein. Donc, je sais qu'il a un deal avec son père qui revient de temps en temps, et que c'est un des gros trucs. Mais alors, le reste. Ouais, il y a Ross qui devient Red Hulk avec le temps, d'ailleurs. Ouais. Qui lui a une histoire bien. On le voit dans tous les films, de toute façon, c'est un des personnages les plus importants. Sinon, il y a Abomination qu'on voit dans Incredible Hulk et le leader qui est le méchant qui lui il se bat avec son cerveau, c'est pas pareil. Et on le voit se transformer à la fin de Incredible Hulk. Ouais, c'est Mr. Blue. Ouais, voilà, c'est Mr. Blue. Ça, c'est en gros les méchants les plus importants de Hulk. Après, je sais pas il doit y en avoir d'autres, hein, mais je les connais pas forcément. On est d'accord que est-ce que c'est le perso qui a l'origine la plus plagiée de Marvel enfin, avec ce côté, c'est juste Dr. Jekyll ou il y en a d'autres des... Tu veux dire que Marvel l'a plagié ou que... Non, mais je veux dire, c'est celui où vraiment ils se sont pas fait chier, ils se sont dit on va faire Dr. Jekyll, quoi. Ouais, bah ouais. Non, parce que genre les autres ils sont moins pris, enfin j'ai l'impression qu'ils sont moins... Thor, ils ont dit viens on fait Thor. Thor, c'est Thor. Ouais, c'est vrai. Non, J'avais juste envie de caler que c'était Dr. Jekyll en fait. Ah bah oui. En 1987, il y a ILM qui est engagé pour faire les effets spéciaux, donc le projet est bien lancé.
Et c'est Joe Johnston qui devient réalisateur du projet. D'accord. Il lâche très rapidement le film pour aller réaliser le film October Sky, que ça me dit rien, moi. C'est avec Jack Gyllenhaal, ouais. Ah, ok. Et il reviendra plus tard dans un film Marvel pour bosser sur Captain America, enfin le premier. Et il fait un assez bon boulot d'ailleurs au passage. Ouais, c'est un des films qui a le mieux vieilli dans le MCU, je pense. Et en regardant un peu la carrière de Joe Johnston, il a bossé sur les lumières de Howard the Duck. Ah, tout est connecté. C'est ça. Marvel a des ramifications énormes. Le Marvel Initiative Cinematic Universe. Zach Penn devient scénariste et écrit le troisième concept. Donc Zach Penn Merde, il a fait quel film déjà? Je sais qu'il a écrit une version d'Avengers qui est restée un peu... Enfin, il est genre le story by de Avengers, c'est lui, si je me trompe pas. Il a fait quoi d'autre, Zach Penn? Là, comme ça, son nom me dit un truc, mais j'avoue que je cale. Pas envie de dire de bêtises. Ah bah on en a parlé plusieurs fois puisqu'il a écrit X-Men 2, X-Men 3 et l'histoire de Avengers. Donc voilà. Oui, c'est ça. C'était les X-Men, ouais. Et apparemment, il bosse sur The Suicide Squad en tant que scénariste. Sur la version de James Gunn. Et il a été scénariste de Ready Player One aussi. Et de Incredible Hulk. Eh ben. Donc ouais, Zach Penn, il a fait quelques bons trucs. X-Men 2 par exemple, Avengers, et quelques autres moins bien. Ah, comme Elektra par exemple. Ah, la petite casserole. Il est co-scénariste d'Electra. Ok, bon. J'aurais dû regarder avant ce qu'il faisait. Et donc le troisième concept qu'on a eu pour Hulk, c'était Hulk contre des requins et des hommes insectes mutants. C'est le projet qui donne le plus envie. Hein. D'accord. Ensuite, ça a été réécrit plein de fois. J.J. Abrams, apparemment, il a participé au scénario. Donc le film a pas de fin. Voilà. Et le film devait sortir en 99. En mars 98, Universal arrête le projet car il dépassait les 100 millions de budget. Et ils avaient déjà dépensé 20 millions et fait 9 mois de pré-production. Et ils ont décidé de l'arrêter. Ah ouais. Ouais, ça. Projet qui a coûté cher. Ouais. En plus, je pense que c'est la raison, c'était que ILM n'arrivait pas à faire un bon Hulk, en fait. En 98, 99, c'était encore un peu limite. Ah bah ouais, c'était pas loin de l'année du Roi Scorpion. On a vu ce que ça donnait, quoi. Ah, c'est aussi Jar Jar Binks, enfin les personnages comme ça de Star Wars. C'est aussi quelques effets spéciaux dans Matrix qui ont ce style-là. Bon, on n'avait pas encore Gollum, par contre. C'est vraiment au moment où Gollum est arrivé que là, on était tous d'accord pour dire que bon, on peut faire des trucs en CGI, c'est bon, quoi. Mais ouais, bah, de toute façon, on va en parler, mais j'ai été agréablement surpris à la revoyure de la qualité des effets spéciaux dans celui-là, en tout cas. Tu vas pas tout le monde va pas être d'accord avec toi, je pense. Non, mais écoute, après, c'est peut-être le fait de voir les films sur une téloche et tout, franchement. Je me rappelle que ça avait plus choqué à l'époque que maintenant. Le projet continue avec Michael Friends qui est engagé au scénario. Et lui, il a signé GoldenEye, Punisher et le premier 4 Fantastique. Voilà. Encore un mec bien, quoi. Ouais. Il y a GoldenEye, c'est toujours ça. Je pense qu'il a surfé sur le succès de GoldenEye et il a fait que de la merde ensuite. En fait. Ouais. En 2001, il y a Ang Lee qui débarque et qui change tout le projet en ce que l'on connaît maintenant. Donc je crois qu'il engage son propre scénariste, etc., etc. Dans ses influences, il cite King Kong, Frankenstein, Jekyll and Hyde, Faust et la mythologie grecque. Oui, bah ça se... C'est assez visible. Oui, bah c'est sûr qu'il y a des trucs... toute la mythologie grecque, évidemment, c'est tout le rapport au père, enfin, c'est le côté... ça, c'est clairement des trucs de mythologie, quoi. Ouais. Faust, bah, c'est ce côté... le père, c'est clairement un personnage faustien, là, avec ce côté pacte avec le diable. Lui, c'est un pacte avec la matière, un truc un peu comme ça. Ouais. Et Frankenstein, c'est le fait que ce soit sa créature, quoi. Et Eric Bana a déclaré que l'ambiance sur le plateau était complètement morbide, que c'était mort sur le plateau, quoi. Bah, ça se sent un peu sur les scènes de dialogue.
Et Ang Lee voulait vraiment que ce soit une tragédie grecque, donc il a mis cette ambiance-là sur le plateau. En fait. Ah mais c'est clair que ça pesant. sent qu'ils sont, ouais, c'est pesant et c'est pas un film fun. Hein. Non, pas du tout. Ouais. Il y a une vanne dans le film. D'ailleurs, en parlant de Bana, il était en compétition avec Johnny Depp et Steve Buscemi. Oula. J'ai vu ça et je me suis dit non, c'est quelqu'un qui a dû changer l'article ou un truc dans le genre parce que c'était pas possible. Et je l'ai quand même noté parce que je trouvais que c'était drôle d'imaginer Steve Buscemi en Hulk, quoi. Ce serait surtout si le Hulk est basé sur le visage de Steve Buscemi. C'est clair. Ah, ce serait génial. Avec sa voix comme ça en plus. Enfin, il a une petite voix aiguë. Ouais. Ils ont proposé le rôle à Edward Norton qui a refusé car il n'aimait pas le script. Voilà. Il fait du Exigeant shade. avec Hulk. Il fait du shade. Il a décidé au final de le faire. Puis ensuite, pour décider de ne plus le faire. Musique. La musique, elle est par Danny Elfman. Et c'est un des super points du film d'ailleurs. Ouais, elle est bien la musique. Ça va. Franchement, elle est cool. Hein, Zoltan? J'ai écouté au moment où j'ai vu Danny Elfman sur l'écran et 3 secondes après, j'avais oublié que j'avais écouté de la musique. Est-ce que vous avez vu que Kevin Feige est dans le générique? Oui. Ouais, en tant que producteur exécutif avec Stan Lee, c'est les deux noms. Déjà. Donc tu savais déjà que c'était lui vraiment le futur, pas le futur Stan Lee, mais le mec qui allait prendre les rênes, quoi. C'était déjà établi. Là, c'est dingue, hein. Lui il est vraiment là depuis perpète. Hein. Je me demande, je sais pas quel âge il a, tiens, Kevin Feige, mais Il a une cinquantaine, il me semble. ouais, il doit avoir la Il cinquantaine. fait jeune, hein. Ouais, c'est la casquette, ça. Ouais, jeune. c'est ça. Hein. Ouais. Ouais. Le budget, vous savez le budget, à votre avis? Il me semble que c'est 120 millions, un délire comme ça. Plus. C'est 137 millions. Ah, 100. Ah ouais, c'est pas rien. Hein. Pas mal. Ouais. Et au box-office, ça a fait 245 millions. Donc, pas mal. Mais pas incroyable non plus, quoi. C'est pas un énorme carton, quoi. Mais aussi, ça a un record. Le record de la plus grosse chute en deuxième semaine de tous les temps. Ah ouais. Voilà. Et le bouche à oreille. Ouais. Chute de 70%. D'accord. Ouais, ça fait mal quand même. Bah, moi, je me souviens à l'époque, il y avait une énorme promo sur justement les effets spéciaux. Enfin, vraiment, j'ai l'impression qu'on parlait que de ça à l'époque, de comment ils ont fait Hulk, ah ouais, il y a un vrai Hulk qui est fait et tout. Mais par contre, le film, je me souviens pas du tout de ce qu'on en disait au-delà de ça, quoi. Bon, on disait que c'était un film d'auteur, on a toujours dit ça. C'est le film d'auteur des super-héros. C'est un peu comme le Dune de David Lynch. C'est genre, tu vois, tu prends un auteur et tu lui dis, vas-y, fais un film de super-héros ou fais un film de science-fiction. Et des fois, ils font des drôles de trucs, tu vois. Parce que Ang Lee, faut le dire, on l'a pas dit, mais entre ce film-là, il y avait Tigre et Dragon. Avant ce film-là, ouais. Ouais, entre ce film. Au milieu, non, pardon, ouais, ce film-là, il était au milieu de Tigre et Dragon et de Brokeback Mountain. Ouais. Ouais. Et bon, bah, les deux, ils ont changé beaucoup de choses, en fait. C'est ça le truc. Tigre et Dragon en manière d'action, etc. C'était, après, tu voyais. D'ouverture au cinéma asiatique. D'ouverture au cinéma asiatique aussi. Et Brokeback Mountain, bon, bah, j'ai même pas besoin d'expliquer, quoi. Enfin, parce que Tigre et Dragon, il avait gagné l'Oscar du meilleur film étranger. Donc c'est quand même pas rien. Et Brokeback Mountain avait perdu contre je sais plus qui, mais c'était pas quelqu'un qui le méritait. Non, c'était, je pense que c'était pas l'année de Beautiful Mind ou une connerie comme ça. Ah, je sais pas. Je sais plus. Une sale année, je me souviens. Je crois que c'est l'année de Chicago. Ah, c'est possible. Chicago que j'adore, hein, mais j'aurais plutôt donné l'Oscar à Brokeback Mountain. Avec même sans le recul, j'aurais donné à Brokeback Mountain. Bon, on passe au film. Écoute, oui, alors je voulais juste savoir, Eric Bana, il a disparu depuis 10 ans ou... Ouais, un petit peu. Ouais. Vu, vous, depuis Munich, ou il a définitivement disparu? Il est peut-être retourné en Australie, il est australien, lui. Non, il se fait vachement plus rare, ouais, c'est clair. Une petite recherche. Son vrai nom, c'est Banadinovic. Qu'est-ce qu'il a fait depuis? Ah, il était en 2008, il était dans ce film avec Scarlett Johansson et Natalie Portman, là.
Deux sœurs pour un roi. Ah. Ah oui, c'est vrai. Et c'était le méchant dans Star Trek en 2009. De J.J. Abrams? Ouais. Oui, c'est vrai. Il jouait Khan. C'est le méchant dans Star Trek. Non, pas Non, Khan, non, il mais il joue pas jouait Khan. l'autre, là, Et voilà, depuis, je sais pas, justement, son wiki, c'est de 2009 au présent. Donc, ouais, il a pas fait grand-chose. Hein. Ah, c'est troublant. Hein. Il était dans un film de Ricky Gervais. Et il était dans le King Arthur de Guy Ritchie. Oui, là, ça date. Hein. 2017. Enfin, oui, là, mais je veux dire, en plus, il a pas un gros rôle. Vraiment, il fait de l'apparition au début, quoi. Mais c'est vrai que c'est un acteur qui était hyper populaire dans les années 2000 au final. Ouais. Ouais, il avait fait Troy. Ouais, Troy, Munich. Munich, quand même, il est super bien dans Munich. Ouais. Et ouais, Star Trek. Je sais pas d'où il venait, en fait. Ah oui, il était dans The Castle, qui est une comédie australienne culte. Et genre, il a un petit rôle dedans. Et je me rappelle quand j'ai regardé ce film, je fais putain, Eric Bana. Et c'est son premier film. Ok. Voilà. Donc la parenthèse d'Eric Bana, on peut la fermer. Et passer au film. Pour info, c'était Collision, le film qui avait gagné l'Oscar à la place de Brokeback Mountain. Ah ouais, c'est encore pire. Alors là. J'aime bien Collision. Ah non, là, c'est un des pires films qui a gagné l'Oscar du meilleur. C'est vraiment un des pires. J'adore Collision. Ah, bon, je vais y aller, moi. Bah évidemment que j'adore Collision. Enfin, j'aime bien Forrest Gump. Je ne peux qu'aimer Collision, je veux dire. Ouais. Enfin, de là à dire que il mérite plus que Brokeback Mountain. Non, j'ai pas vu Brokeback Mountain depuis le cinéma, donc j'ai pas du tout souvenir. Enfin, très peu. T'as pleuré? Devant Collision, oui. Putain. Attends, la cape d'invincibilité, les ballons blancs, les balles à blanc, tout ça. Attendez, les gars. Bon. On a perdu Sofiane. Non, je suis à 2 doigts de le traiter de bof, en fait. Mais tu peux, hein, tu sais, je ne m'en cache pas. Bon, on passe au film, là, j'en ai marre. Ça y est, on passe au film. Un merde fâché, un merde pas content, un merde cogné, un merde se venger du monde entier. Regardez, c'est l'incroyable Hulk. On a un générique sur les cellules et les méduses et les étoiles de mer. Mais attendez, on a surtout un générique. Vu qu'on adapte un comic book, on va faire de la fronte Comic Sans. C'est ça qui est magnifique. Non, c'est pas Comic Sans. C'est une qui ressemble, mais c'est pas Comic Sans. C'est plus une qui ressemble à celle des comics, justement. Ouais. Ah ouais, j'ai trouvé ça fait trop marrer de me dire, ah ouais, d'accord. Alors, on est dans un film où, attention, c'est adapté d'un comic book. Hein. Bah, tout le film, c'est que ça. C'est hein, que le début, j'allais dire. Ouais, les transitions, tout ça, c'est que comic books. Oui, totalement. Mais ça Je vais me fait rire que le mec soit allé jusqu'au je vais le dire maintenant, j'ai adoré ce film. Ah ouais? Ah, j'ai adoré ce film. Tu l'as adoré à l'époque ou tu l'as adoré maintenant? Non, je l'ai vu une fois en 2003. J'en ai rien eu à foutre. Je crois que je l'ai même pas regardé en entier parce qu'il dure 2 heures et c'est un peu trop long. 2h20. Ouais. Ouais, 2 heures, ouais. Et là, je l'ai regardé et je dis adoré, j'abuse un peu, mais tu vois, par rapport au film qu'on a vu avant, j'aime beaucoup celui-là. Ouais, moi j'avoue que il m'a un peu fait chier hein, quand même. Hein. Enfin, je trouvais il y a quand même des grosses longueurs à des moments. C'est un peu pesant quoi. Ouais, il est long, ça je le dis pas. Il est assez étiré. Mais il aurait mérité de durer 1h45 et voilà. Ouais, exactement. Mais après c'est vrai qu'au moins il y a un vrai mec derrière qui te propose des trucs à quasiment chaque seconde quoi. Donc là-dessus au moins tu peux pas lui enlever qui est pas du tout inintéressant. J'ai vu des trucs et entendu des trucs et vu la manière dont les acteurs jouaient, ils étaient filmés, etc. que j'ai jamais vu ailleurs dans aucun film de super-héros. Donc quand même, ça marque des points, quoi. Et toutes les transitions comic book et tous les trucs comme ça, j'ai vraiment bien aimé parce qu'il se fait plaisir. Et on parle de Esta, c'était les Esta, tu disais dans l'épisode précédent sur Catwoman. Ouais. Là, tu vois, les Estas, je les adore, alors que les Estas de Catwoman, c'était affreux, quoi. Tu vois. Bah là, c'est plus, c'est des séquences entières, ouais, avec ce côté split screen où il va diviser l'écran, il va faire comme si c'était une page de comics et en passant d'une case à une autre. Mais il y a des séquences dans le film où ça marche super bien, mais d'autres où, il y en a trop et des trucs où c'est vraiment inutile, je trouve. Ah bah, je suis d'accord. Moi, pour le coup, le parti pris, je le trouve rigolo, mais il y a un moment où ça tourne à l'absurde, quoi. Enfin, moi, le moment où il met ses clés
il met des clés dans une serrure et que c'est filmé en 2 plans simultanés. Je me dis, mais mec, à un moment, on a compris que tu voulais représenter la page de comic book, mais faut pas abuser, quoi. Mais il se fait plaisir. Oui, mais il y a un moment où ça perd de son sens et tu vois juste un espèce de gimmick qui est juste répété. Parce que, en fait, moi, ça me fait marrer, c'est ces espèces c'est le sujet de ma vidéo sur le film, si vous jamais qui va sortir en parallèle du podcast, mais il y a des principes d'adaptation qui sont, en fait, pour moi, c'est pas de l'adaptation, c'est c'est juste tu retranscris quelque chose du comic book. C'est presque de l'hommage, quoi. Ouais, c'est le terme, pour moi, c'est plus de la transition, putain, excusez-moi, j'arrive pas à trouver mon mot. La Retransmission. Non, je l'ai écrit, donc je vais vous le trouver le mot. Excusez-moi. C'est de la transposition, voilà. C'est pas de l'adaptation, c'est de la transposition. Et en fait, il y a des fois où c'est un gimmick que je trouve rigolo, mais qui m'énerve parce que pour moi, l'adaptation, c'est une vraie réflexion sur le médium d'origine. Et là, pour moi, il n'y a pas de réflexion sur le comic book. Il y a juste une espèce de... Le mec, il a vu à quoi ça ressemblait. Il s'est dit, bon, bah, je vais faire en sorte que mon film ressemble physiquement. Enfin, tu vois, que ça ait l'allure d'un comic book par moment. Mais t'as pas du tout cette réflexion que peut avoir, par exemple, avec Edgar Wright quand il adapte Scott Pilgrim, tu vois. Qui est vraiment un mec qui va penser comment faire en sorte que les effets que t'as quand tu lis, tu les retrouves en regardant le film, quoi. On peut arrêter de citer Edgar Wright à chaque épisode comme si c'était Dieu, quoi. Non mais faut arrêter au bout d'un moment. Mais je suis pas fan de ces films en plus, mais je dois avouer que quand tu regardes Scott Pilgrim, moi j'aime pas trop le film parce que c'est un film qui ne m'émeut pas et je suis pas embarqué par le film. Mais en termes de réflexion sur il est pas censé t'émouvoir, Scott Pilgrim. Non mais je veux dire, non mais émouvoir, genre je m'en fous des persos, je suis pas impliqué, quoi. Okay. Mais par contre, en termes de ce que le film t'envoie dans la tronche, justement par sa maestria de montage et tout ça, et par la référence qu'il fait au comic book, parce que quand tu lis le comic book, il est ultra fidèle en plus, je trouve ça assez impressionnant. Mais même, tu vois, je peux même penser à d'autres mecs, même les Wachowski, par exemple, quand ils font du Speed Racer ou ce genre de truc, il y a une vraie réflexion qui est... Moi, j'aime pas du tout Speed Racer non plus. Mais je veux dire, visuellement, il y a des vraies réflexions qui vont au-delà de juste dire, bon, bah, en fait... je vais te décalquer une page pour te faire comprendre que c'est un film adapté d'un comic book, quoi. Mais après, non, mais je trouve qu'il a compris le personnage aussi, en fait. Ah, ça, non, mais après, ça je suis d'accord sur le perso. Et moi, j'étais plus sur les petits gimmicks de mise en scène. Ouais, mais les gimmicks, il peut se les permettre parce qu'il se dit, regardez, comme j'ai bien compris le personnage des comics, alors je peux me permettre de mettre des trucs de comic books. Ouais. C'est juste mal dosé, en fait, je pense. Je pense que s'il s'était raté totalement dans la manière dont le personnage est caractérisé, là, c'est vrai qu'on aurait dit, ouais, c'est vraiment le mec qui a rien compris, qui a ouvert un comic book une fois et qui a rien compris. Là, je sens quand même qu'il a compris le personnage, quoi, Ang Lee, dans ce film. Oui, pour le coup, le perso est plutôt bien traité. Là-dessus, j'ai pas de grief sur son traitement du perso. Mais bon, je trouve qu'il y a une harmonie globale qui se fait moyennement, quoi, là-dessus. Et le film après, c'est rigolo de l'avoir. Le film est dark, on dirait. C'est un peu le même sentiment que quand parfois tu regardes un film de Zack Snyder où il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas d'espoir, en fait. À chaque fois tu le regardes et tu te dis il n'y a pas d'espoir dans ce film. Non, mais c'est vrai, il y a un peu ce même genre de ton. Voilà. Et là, c'est bien passé parce que Hulk, c'est un personnage que j'aime bien. Moi, j'ai toujours bien aimé parce que bon, bah, je suis bipolaire et c'est un peu ça, quoi, par moment. Et Bruce Banner, il est un peu tout le temps déprimé et Hulk, il est un peu tout le temps maniaque, dans la manie. Et donc, j'ai toujours bien aimé le personnage, comme Jekyll and Hyde, c'est un peu le même délire, quoi. C'est aussi sur les troubles de la personnalité multiple, hein. Je dis pas que c'est juste là-dessus. Mais c'est un personnage que j'ai toujours bien aimé et je trouve que dans le MCU, même si j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec Mark Ruffalo, etc., c'est plus un ressort comique qu'autre chose. Ils sont pas vraiment allés à fond dans la psyché du personnage. Dans celui de Norton, il y avait un peu de ça par-ci par-là, mais ils voulaient trop faire un film d'action. Ils étaient trop focalisés pour justement combler les vides que ce film-là il avait. Ils se sont décidés d'aller dans la direction opposée et de dire viens, on fait un vrai film d'action. Et donc c'est pour ça que je m'y retrouve plus dans les versions qu'on a vues de Hulk, je m'y retrouve plus dans celui-là, en fait. Bah, celui-là, c'est vraiment j'ai envie de dire, après celui-là, t'as même quasiment pas besoin de faire d'autres films, en fait. Enfin, t'as l'impression que t'as fait le tour du perso de manière
assez total. Hein. C'est vrai que c'est à la fois une origin story, à la fois ça te conclut plus ou moins, enfin l'esprit quoi. Et c'est vrai que en termes de film solo sur un super-héros, c'est peut-être des plus honorables qu'on a vu. Hein. Mm. Ouais, voilà, et je sais pas, Eric Bana, j'avais du mal avec au début en regardant. Et d'un seul coup, Plus le film passe, plus ça va. ouais, en fait, tu sais, c'est un peu comme le Hulk du film, un peu comme celui des comics. Plus il se met en colère, plus il grossit. Il est de plus en plus gros à travers le film. Au bout d'un moment, il est vraiment super grand et Trop et grand énorme. même. Et Eric Bana, ça commence pareil dans le film. Et au bout d'un moment, il atteint le point où il est en train, tu sais, il est en train de chialer et de péter les plombs, tu sais, dans la scène avec son père à la fin. Et je me disais, putain, en fait, j'ai tout en retenu comme ça pendant tout le film. Et enfin, quand il explose vraiment, j'ai bien aimé Bana, par exemple. Non, mais c'est bien écrit. Le personnage de Banner est bien écrit pour le coup. Tiens, Bana Banner, j'avais même pas fait le rapprochement. Bah, c'est pour ça qu'il a été engagé. Donc il y a des flashbacks avec son père et sa mère. Ça va revenir pendant un peu tout le film. Le début est assez particulier. Hein. Franchement, t'as pas un dialogue pendant quasiment 10 minutes. C'est que un enchaînement de scènes, de transitions, de split screen. Enfin, t'as des dialogues vite fait entre lui et Ross, quoi, entre le père Mais il et y a Ross. quand même de la narration, quoi. Mais ouais, non, mais là, tu sens que Ang Lee, il maîtrise. Bon, après, t'as des choix bizarres. Hein. C'est vrai que moi, l'accouchement qui arrive comme une espèce de bulle entre les deux persos et qui grossit et qui prend tout l'écran, c'est hyper chelou comme choix. Je m'y attendais pas et je me suis dit, merde, il s'imagine ça ou est-ce que c'est un truc qui se passe vraiment? Et oui, c'était un truc qui se passait vraiment. Et je Moi, fais, je ok. me suis dit, ah, Sam Raimi sort de ce film. Une femme qui crie, qui vient découper l'image en deux. Mais non, c'est quand même le début et après voilà, il y a tout ce côté, il prend des heures à filmer des carnets qui se font écrire, des plantes, des globules. Enfin, c'est vraiment une multitude de petits détails quoi. De toute façon, il prend son temps sur ce film. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et la mère de Bruce est jouée par une actrice des Sopranos. Voilà, je suis obligé de le dire. C'est vrai que ton point soprano est obligatoire. Ouais. Donc bébé Hulk, il hérite des gènes de son père. Son père se fait virer, donc il décide de tout faire péter et d'après ce qu'on voit au début, de tuer sa femme et lui-même. On a l'impression que c'est un meurtre-suicide, quoi. Et on avance dans le temps avec un Bruce adulte qui a été adopté. On a un petit caméo de Stan Lee et de Lou Ferrigno dès le début du film, comme ça s'est fait. Ouais, c'est clair, moi je me suis rendu à ça s'est fait. Le check est fait sur la feuille. C'est pas le premier de Stan Lee, je demande. Je dirais que le premier de Stan Lee, c'est Spider-Man, non? Bah oui. Ah bah oui, mais il était dans le premier Spider-Man, j'ai oublié s'il y en avait pas un qui avait sauté. Mais non, c'est vrai que c'est Spider-Man. Ouais, je crois. C'est soit X-Men, soit Spider-Man, un des deux. Bah, X-Men, il est pas dans tous, hein, c'est ça l'histoire. Hein. Ouais. Il est pas dans tous, mais il est dans les premiers. D'accord. Ouais. Mais c'est vrai que ce film aussi, c'était vraiment cette période début années 2000 où il y a eu, enfin pour le coup, il se permettait de, il n'y avait pas encore de ton qui avait été trouvé en fait, ça qui était drôle. Ah, ça partait dans tous les sens, ouais. Ouais, c'est tous les films dont on a parlé, enfin des trucs comme Daredevil, tout ça, ça rentrait un peu dans cette lignée de films qui cherchaient, qui essayaient des trucs, donc ils ont une patte d'auteur assez marquée à chaque fois, mine de rien, même Daredevil, hein, enfin tu vois, le mec s'est fait plaisir sur plein de trucs, quoi, et là c'est un peu ça, donc c'est ça qui est plutôt rigolo. Ouais, Daredevil est sorti la même année. Hein. Ouais, l'année après, je crois, 2004, 2003, mais... non, je crois que c'est 2003, non? Ouais, c'est possible. Mais voilà, on est un peu sur des films qui n'ont pas grand-chose à voir, mais qui ont cette volonté de vraiment te faire, tu vois, de compléter le perso quasiment directement, quoi. Enfin, de vouloir mettre beaucoup en un seul film, au final. On rencontre Betty Ross, qui est jouée par la fiancée préférée de tous les hommes de la Terre entière, Jennifer Connelly. Tous les hommes de la Terre entière sont d'accord pour dire que Winona Ryder et Jennifer Connelly, ils veulent les épouser. Voilà, ça c'est. Enfin, tous les gens qui ont grandi dans les années 90, quoi. Ouais, les gens de notre âge. Voilà. Enfin, voilà, c'était la parenthèse relou sur Jennifer Connelly. Elle non plus, on voit plus elle non plus, on voit plus énormément, mais je crois que c'est parce que. Dans Alita Battle Angel, on l'a vu. Et là, elle est dans la nouvelle série Snowpiercer aussi, sur TNT, je crois. Ah ok. Elle est mariée au mec qui joue Vision. Ah ouais, à Paul Bettany, d'accord. Ouais, elle est mariée à Paul Bettany. Et elle joue dans le MCU.
Elle fait la voix de, je sais plus qui, de Karen, l'intelligence artificielle de Spidey. Ah oui, de Spider-Man, c'est vrai, c'est ça. Donc on apprend que Bruce et Betty bossent. Bon, déjà ils sont ex, ils ont eu une relation ensemble pendant quelques temps, mais ça a pas duré parce que Bruce était trop difficile. Et ils bossent sur des grenouilles. Il y a beaucoup d'animaux dans ce film. C'est vrai, entre les chiens et tout, beaucoup d'animaux. Et les lézards. Ouais. On a beaucoup d'animaux qui se font péter surtout. Betty se fait draguer par un businessman en costume qui veut la recruter. Ouais. Sam Elliott est là, ça fait plaisir. Qui est Sam Elliott ? Sam Elliott, c'est le mec Général Ross. Général Ross. Ah oui, pardon, oui, c'est en effet qui joue dans le Big Lebowski. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu le cow-boy de l'Amérique, quoi. Il a une voix très smooth et il est super connu comme étant le mec le plus cool de la Terre, en fait, quoi. Sam Elliott. Et là, ça fait bizarre de le voir en Général Ross parce que j'arrive pas à l'imaginer en méchant. Et il est crédible, hein. Ouais, ça passe, mais Sam Elliott, j'arrive pas à l'imaginer. J'imagine tout le temps qu'il va faire. Allez, viens, ouais, on va se boire un petit café, ça va aller. Ouais, d'ailleurs, j'aime bien la scène où il laisse sa fille dans un diner. C'est vraiment en mode genre, ouais, bah, je te laisse, t'as 6 ans, mais je te laisse ici, je me casse. Et il la laisse, elle chiale comme pas permis. C'est hyper glauque. Il la laisse, mais il fait un petit geste à la femme derrière le comptoir en disant ouais, occupe-toi de ma fille en partant. C'est ça qui m'a fait rire, genre occupe-toi de ma fille, ok, allez bye, hein. Et après la meuf elle la laisse chialer. Sinon il y a la photo animée, je sais pas si on en a parlé aussi. La photo il y a la photo animée. Ouais, Harry Potter style un peu. Et tout le film il m'a surpris, hein. Je m'attendais pas à ça. Il y a certains trucs où je fais il fait une transition et je fais putain, je m'attendais pas à ça, tu vois. Genre, mais il y en a plein, franchement. Chaque séquence, il y a un truc un peu improbable au niveau des transitions. Là, tu vois, même dans le rêve, il y a une espèce de truc où ça devient flouté et les personnages apparaissent. T'as un cruce de personnages qui apparaissent et qui après, le décor apparaît après eux. Enfin, il y a beaucoup de. Il y a vraiment une volonté de créer beaucoup de transitions visuelles et de s'amuser avec ça. Ce qui est en effet un lien avec le comic book, parce que c'est vrai que le comic book, il y a beaucoup de jeux entre tu termines une case pour commencer une autre qui se ressemble avec la même composition d'images. Enfin voilà, c'est des choses qui viennent un peu du comic book, en tout cas, qu'on font référence. J'étais parti pour le détester, hein, ce film. Moi, je me suis dit, vas-y, ça me saoule de regarder Hulk et tout. J'ai aucune envie de regarder Hulk. J'attends rien. Je vais m'ennuyer. Je me suis ennuyé à certains moments parce qu'il est trop long. Je pense qu'ils ont vraiment laissé à Ang Lee la carte blanche totale et c'était peut-être pas une bonne idée sur certains points. Ouais. Là, je trouve que dès que ça blablate, c'est vraiment chiant, quoi. Enfin, moi, c'est vraiment des séquences qui m'ont. Il n'y en a pas beaucoup, hein, au final, des séquences qui blablatent, mais t'as 2-3 tunnels un peu laborieux. C'est des séquences qui se ressemblent souvent, qui sont un peu redondantes dans le film. Ouais, c'est qu'on voit le flashback et ensuite on nous répète le flashback et ensuite Bruce il doit par ses rêves, etc., ouvrir sa mémoire pour se rappeler du flashback exactement. Mais au final, on apprend la vraie version que quand le père il dit la version, en fait. C'est ça. Ouais. Ça, c'est vrai qu'à ce niveau-là, ils ont pas tout géré, quoi. Non, ouais, tu vois, genre, c'est vrai que la séquence où il parle avec elle après s'être fait exposer, là, voilà, c'est un peu. Parlons de Nick Nolte, Oui. qui est en forme dans ce film. C'est clair. Et j'étais super content de le voir. Et en plus, là, c'est Nick Nolte avec les cheveux partout, la barbe. On peut l'appeler Nick Nolte Clodo, quoi. Ouais, mais c'est-à-dire Nick Nolte, en fait. Et vous avez déjà vu l'image de lui, le mugshot de lui qu'ils ont pris la police quand il s'était fait arrêter. Bah, apparemment, c'était pendant le tournage de ce film, c'est pour ça qu'il avait les cheveux longs comme ça. Je vous conseille de chercher Nick Nolte, j'en sais rien, police ou un truc dans le genre. Et mugshot, hein, ça marche. Ouais, mugshot. Ouais. Moi, je vous conseille de regarder le film avec Ryan Reynolds. Elle est Rippy. Oui. Vraiment son petit détour. Incroyable.
J'ai pas Et vu il ça. était dans Mandalorian récemment aussi. Ouais. Il donnait une voix dans Mandalorian. Ah, t'as jamais vu R.I.P.D., Sofiane? R.I.P.D. Ouais. Bon, soit tu dis pas le D, tu dis D. Soit tu mets dis deux tout le- fois. soit tu dis tout le mot en anglais. Non, j'ai pas vu Ah, bah, Un t'as très, un bon... un très bon body cop. R.Y.P.D. Ouais, t'as un bon Nick Nolte à rattraper. Alors. C'est quoi ce film déjà? Qui est-ce C'est qui l'a adapté fait d'un comics en plus, je crois. Ah ouais, je crois que c'est adapté à un comics. C'est des policiers qui butent des fantômes dans un monde où il n'y a pas de fantômes. Mais qui est-ce qui avait joué là-dedans? Ryan Reynolds, ouais, c'est ça. Alors, ça, c'est pas mal. C'est un peu le Men in Black des années 2010, Exactement. mais sans le... Sans Sans le... Mastrier. Ouais, il y a un truc qui passe pas, quoi. Donc Nick Nolte, il apparaît devant chez Bruce et il disparaît, il fait des trucs creepy comme ça. Ça, j'adore. Moi, ça me fait toujours penser à la séquence de Scary Movie où il se passe ça, elle regarde par la fenêtre, elle voit le tueur, et t'as le plan, tu vois le tueur se planquer derrière l'arbre. Moi, maintenant, dès qu'il se passe ça dans un film, j'imagine toujours Nick Nolte se mettre à courir pour se planquer derrière une bagnole, ou ce genre de truc. Ah, surtout qu'il a 3 chiens avec lui, donc. Non, mais faut être bon, hein. Vite caché, vite. Bon, les méchants businessmen, ils veulent récupérer, ils veulent que les militaires puissent se régénérer grâce au truc que Betty et Bruce sont en train de faire. Ouais. Mais ils ont pas regardé la vidéo du crapaud qui se faisait exploser, par contre. Ouais, et puis je crois ils veulent aussi construire ils veulent transformer la plage en parking, ce genre de truc. Je me comprends. Je suis super fatigué, les gars. Le collègue de Bruce, il fait n'importe quoi, donc Bruce, il prend toute l'explosion gamma en lui. Enfin, il s'en sort tranquille, hein, dans la scène d'après, il va bien. Ouais, il est Ouais. avec Talusto. Ah, la séquence de l'explosion, elle est... Moi, je la trouve pas mal, hein, où il rentre Ouais, dans elle est l'œil, cool, t'as l'œil géniale. de Hulk, t'as l'explosion nucléaire verte, là, enfin... Ouais, et même le rêve qu'il fait après, il fait un rêve super tripant et il est super bien filmé, le rêve. J'ai vraiment bien aimé. C'est le rêve où il commence à voir des méduses qui flashent et des ouais, trucs. ouais. Ouais, il y a Hulk qui ouvre la porte et qui le regarde. Ouais, la porte dans laquelle sa mère est morte. Ouais. Qu'il regarde. Ouais, non, mais franchement, j'ai vachement bien aimé cette scène. C'est vrai qu'après le film, il tangue par moment, mais il y a des super. Regarde, ça, c'est une super bonne scène, par exemple. Oui, non, mais c'est juste, t'enlèves les 25 minutes de scène de dialogue un peu plate, et bah, le film, à mon avis, il gagne énormément. Ouais, il y a un vrai film, hein, ouais. Mais tout ce qui est, enfin, je veux dire, il y a beaucoup de séquences qui sont bien faites, hein, là-dessus, j'ai aucun souci à le dire. Nick Nolte, on apprend qu'il transforme des rats en mutants. Donc, j'aime bien ce personnage du père, mais de toute façon, le thème du film, c'est les pères, hein, vu qu'il y a le général Ross et sa relation avec Betty, et Nick Nolte, David Banner, pardon, et son fils. Et je trouve que ça marche beaucoup mieux avec Banner, mais c'est bien qu'ils aient développé ça aussi, parce que ça manque dans Incredible Hulk, par exemple. Betty et Ross, ils se parlent pas, ils se font la guerre, enfin, il y a rien, tu sens pas qu'il y a vraiment de l'amour entre les deux, alors que là, par moment, tu sens que elle, pour se faire remarquer, elle va le balancer, d'ailleurs, elle va balancer Bruce, et pour se faire remarquer par son père, enfin, qu'il la remarque, parce que lui, il s'intéresse qu'à elle que quand il veut parler boulot. Ouais, j'ai bien aimé ça, ces thèmes du film, par exemple. Moi, il y a un truc que j'ai pas trop compris, c'est le lien que le père a avec Banner, en fait. Enfin, il y a un côté où je trouvais que c'était genre t'as vraiment ce côté où enfin, à la fois c'était inattendu parce que je sais pas s'il l'aime parce que, enfin, s'il veut pas qu'il lui arrive des problèmes parce qu'il sait que c'est le mec comme sa fille, ou s'il il a de la pitié pour lui parce qu'il a vu ce que son père a fait et tout ça, quoi. Je pense qu'il y a un peu de tout, mais c'est surtout Ouais, aussi par respect pour sa fille. Ça a toujours été ça, Ross. Enfin, quand il trahit pas tout le monde, parce que c'est aussi ça son truc, alors de dire ouais, t'inquiète pas, je vais pas tirer sur ton petit copain et ensuite boum. Non, parce que là, pour le coup, tu sens qu'il fait tout pour pas le buter, quoi. Enfin, il y a un côté un peu ça à un moment, quand même. Et même quand il pense qu'il est mort et tout, il est emmerdé, quoi. Ce qui paraît particulier avec le personnage, où normalement, tu as l'impression que c'est un mec froid qu'on aurait rien à faire. Bah, c'est aussi parce qu'il est joué par Sam Elliott, et t'as l'impression que, tu sais, qu'il a tout vu dans sa vie et qu'il a un cœur d'or. Nick Nolte, d'ailleurs, la scène
Je dis ça parce que je parlais des pères, parce que il y a Nick Nolte qui va voir Bruce et qui lui dit que Betty a un secret, qu'il devrait pas lui faire confiance. Et au même moment, il y a Sam Elliott, Ross, qui vient voir Betty pour lui dire que Bruce a un secret et qu'il doit pas lui faire confiance, si tu veux. Genre dans les deux scènes qui s'enchaînent, c'est ça, quoi. Et c'est là que je me suis dit, il y a peut-être un thème dans ce film. Mais d'ailleurs, le thème du père vient aussi dans Immortal Hulk, assez vite. Hein. Ça a l'air d'être vraiment des trucs importants du perso. Oui. Bruce découvre la vérité, il s'énerve pour la première fois. Ce qui est bien dans les scènes de Hulk, dans les premières scènes qu'on le voit, on le voit dans cette scène-là et la scène avec les chiens, c'est que c'est filmé de nuit où il n'y a pas trop de lumière, donc il est assez menaçant. Alors que dans les scènes d'après où il est en mode fluo dans le désert, c'est un peu moins, ça marche moins au niveau de la menace, quoi, je trouve. Mais c'est vrai que la première transformation, elle marche vraiment bien hein, dans la fac là où tu vois, il est pas encore trop énorme, donc je veux dire c'est vraiment juste un bon gros gars vert quoi. Mais il pète tout, c'est plutôt bien fait, ça fonctionne quoi. Et je trouve qu'il le filme, tu vois, il le filme assez, et à la fois, tu le vois, et à la fois, tu le devines plus qu'autre chose. Enfin, c'est assez bien fait. Et même la scène d'après, quand il arrive chez Betty, c'est une super scène aussi. Enfin, ça rend hommage à plein de films, King Kong et tout ça. Enfin, elle marche bien aussi dans la pénombre, comme tu disais, Sofiane. Ouais, où il se cache dans l'ombre, et elle éteint ses phares, et lui, il s'approche enfin, comme un ours. Et... il y a une scène avec Betty et Nick Nolte où il est super creepy avec elle pour lui prendre son écharpe, mais bon, il fait quand même bien flipper, quoi. Putain. T'imagines, t'es à deux doigts, il y a Nick Nolte qui est là en train de te regarder et qui fait t'es très jolie, toi. Genre, ok. Tout ça pour lui prendre son écharpe pour que les chiens puissent ensuite aller la retrouver. Mais c'est vrai que quand il se transforme en Hulk, je trouve que c'est là où d'un coup t'as envie d'en voir plus, quoi. Moi, je trouve. C'est-à-dire que tu as envie que ça se lance vraiment, et ça met un peu de temps entre la première transformation et justement le moment des chiens. Tu as encore quasi 20 minutes, tu vois, où en fait, tu sais exactement ce qui se passe, mais juste ils sont obligés de tout te poser un par un, et c'est un peu longué, quoi. Le film aime bien s'auto-analyser. Dans tout le film, c'est un peu ce qu'ils font. C'est genre, il vient de se passer quelque chose, on va tous s'asseoir et on va discuter. C'est exactement ça. Non, mais c'est ça, hein. Et là, tu as vraiment... t'as quand même une séquence où t'as Ross qui débarque, qui demande à Banner, bon alors c'est quoi ton bail? Et Banner qui lui répète ce que son père lui a raconté 3 séquences plus tôt. Et Ross qui lui dit, ah oui, mais en fait tu sais pas tout. Enfin, tu vois, genre... c'est une sorte de thérapie ce film en fait. Bon, il y a les chiens mutants. Avant, il y a ce blondinet qui se fait défoncer, et ça m'a fait du bien, ça. Ouais, le blondinet qui se fait défoncer. Tiens, il y a un truc, pendant tout le film, il nous rappelle que Hulk n'a tué personne. Oui. Ouais, il sauve même des gens. Ouais, et j'ai envie de dire quand même la fois où il a pris un tank et qu'il l'a fait tourner pendant je sais pas combien de temps avant de le lancer à l'autre bout du truc. J'ai envie de dire que les 3-4 mecs qui étaient là-dedans, ils doivent pas être très bien, quoi. Ouais, mais non, parce que tu les vois sortir à la fin de la séquence. Je sais, ça n'a aucun sens. En fait, ça m'a fait penser, je sais pas si vous vous souvenez, mais à la série Godzilla animée. Oh putain, avec Godzilla qui aide les gens. C'est le fils du Godzilla, c'est le fils du Godzilla du film. Non mais t'avais la même chose, à chaque fois qu'il y avait un hélicoptère qui pétait, t'avais un mec en parachute qui passait à côté pour te bien faire comprendre qu'il n'était pas mort, tu vois. Et c'était systématique. Et là, ça m'a dans les films Lego, ils font ça aussi, dans les films Lego. Il y a un moment où il y a une transformation et la caméra bouge avec Bruce et il y a des sortes de zoom et c'est bizarre et tout. Et j'ai bien aimé cet effet-là aussi. Ouais, c'est la transformation face au blondinet. Là. Face au blondinet, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, t'es fixé sur la tête et tout le reste tremble. Il y a que la tête qui est un peu figée, quoi. Je pense que s'il avait une couleur différente, une couleur plus proche de celle du MCU, par exemple. Ouais, un peu moins flashy, quoi. Ouais, voilà. Ce serait le Hulk parfait, en fait. Mais moi, franchement, je le trouve bien fait. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai pas de problème avec ce Hulk en 3D. Hein. Il y a que le short que je trouve un peu mal fait, mais... Oui. Les chiens, ils sont limites, hein, quand même. Les chiens, heureusement qu'ils sont dans le noir. Ouais. Et le design n'est pas top. Genre le caniche et tout. Non, mais imagine, tu te fais tuer par un caniche mutant. Franchement, t'arrives au paradis, tu serais le seul à... Au moins, tu t'auras un truc à raconter. T'as une histoire à raconter en arrivant. Mais c'est vrai que ça peut être une phrase d'Austin Power, quoi. Il s'est fait tuer par des barres mutants très très féroces. Bah, justement, quand il disait que
qu'un des projets du film, c'était de faire Hulk contre des requins, j'ai tout de suite pensé au banc de bar mutant très très féroce. C'est ça. Ça m'a tout de suite fait penser à ça, quoi. Mais on met des lasers sur un requin et Hulk qui se bat contre eux. Ok. Ouais. Mais alors, moi, il y a un truc que j'ai du mal à saisir, mais bon, je trouve que le film est pas très clair. Hulk, on est d'accord qu'il est. Normalement, il est un baiser, tu peux rien faire contre lui. Il est totalement immortel. Enfin, je veux dire, tu peux même pas lui couper la main, ce genre de truc, si. Non. Parce que là, les chiens, t'as l'impression qu'ils le douillent un peu quand même. Hein, c'est des chiens mutants comme lui. Oui. Très très féroces, oui, c'est vrai. Ouais, voilà, ils sont tous les deux très très féroces, donc ça annule la férocité, tu vois. Et... Ang Lee, il adore les plans de réaction sur Jennifer Connelly. Quand elle est dans la voiture, les 3/4 des plans, c'est Jennifer Connelly qui fait « Oh non ah !» il adore. Ensuite, il y a Eric Bana tout nu. Voilà, j'étais obligé de le dire quand même pour nos auditrices et nos auditeurs aussi d'ailleurs. Tout huileux. Tout huileux. Mais c'est quoi d'ailleurs cette truc quand il arrête d'être Hulk, il perd beaucoup d'eau. Tu veux pas savoir ce que c'est. Ouais, c'est ça, hein, ça m'intrigue. Il manque d'étrangler Betty. Ouais. Donc on voit quand même que ça a des vraies ramifications sur sa vie en tant que Bruce Banner. C'est pas juste quand il se transforme. Elle l'avait prévu en plus. C'est un peu son souvenir et tout. Elle lui avait dit tu vas m'étrangler et tout. Ah oui, quand il l'étrangle enfant là. Ouais. Et c'est là qu'elle le trahit dans la scène d'après, en appelant son père. En même temps, Bruce, il est en train de dire qu'il aime devenir Hulk à peu près au même moment, genre je prends mon pied quand je suis Hulk. Donc elle dit bon, j'ai peut-être appelé la police là. Et là, on met une scène de 10 minutes sur des plans d'hélicoptère. Mais ça, c'est génial. Avec une musique cliché du Moyen-Orient, alors qu'on n'est pas dans le Moyen-Orient. J'ai aucune idée de ce que ça fout là. T'es là, T'es là genre, non, on est dans le désert du Nevada. C'est clair que c'est improbable. Et cette base militaire avec la descente comme ça, où il n'y a qu'un seul endroit où tu peux rentrer, il y a un tunnel qui descend. C'est Resident Evil. C'est Resident Evil. Ouais, peut-être. Le 3. Pas... Ah bah non, alors j'ai pas vu ça. Et... Franchement, faut pas regarder les Resident Evil, les gens. Faut y jouer, les jeux ils sont bien. Mais ça devrait pas avoir le même nom, première chose. Oui, voilà. Déjà, oui. Et les films, ils ont quand même ils peuvent être assez fascinants dans ce qu'ils proposent quand même. Mais bref, cette base militaire là, avec le truc où tu descends, ça ressemble à celle d'un méchant de James Bond époque totalement. Époque Roger Moore. On y est. Ouais. Même époque. Connerie Roger Moore. Ouais, on ne vit que 2 fois ou on ne meurt que 2 fois là. On est dans le volcan, on n'est pas loin. Hein. Et donc Sam Elliott, il veut garder Bruce endormi toute sa vie. J'ai trouvé ça assez cool comme concept. On a un mec dans le coma là-bas, ne t'approche pas de lui. Oui, vous pouvez m'expliquer le lien entre le blondinet et Sam Elliott en fait. Enfin, c'est quoi leur bail parce que j'ai pas trop saisi le truc quoi. Alors déjà le blondinet, il était à l'école avec Bruce et Betty. Ouais. Il était à l'école avec Bruce et Betty et c'est possible qu'il y ait eu quelque chose entre les deux. Enfin peut-être qu'il voulait mais que elle est allée avec Bruce et donc voilà. Lui, il a rejoint les militaires avec son père. Puis il a rejoint le côté businessman de l'armée. Voilà, c'est ça le lien. En fait. Oui, mais genre là, j'ai l'impression qu'il y a des moments où c'est son supérieur hiérarchique et d'autres, c'est, enfin, tu vois, c'est Ross qui commande. J'arrive pas à savoir qui commande à quel moment. En fait. Non, c'est Ross qui commande. Hein. C'est Ross qui commence du début à la fin. Là, il y a pas de. Dans la base, t'as un peu l'impression que l'opération où il s'occupe où il veut réveiller Hulk et tout, c'est un peu lui qui l'amène tout seul, quoi. Ouais, c'est lui qui l'amène parce que c'est lui qui a besoin du tissu pour récupérer le truc. Donc Ross, lui, il en a rien à foutre de ça. C'est pas son truc. Donc il dit si tu veux le faire, tu le fais, mais c'est pas mon truc, quoi. Mais j'ai bien l'impression que Ross, c'est quand même lui qui gère. Il est même au téléphone avec le président à un moment. Oui. Tu sens que c'est quand même le mec qui a le contrôle, quoi. Le sang j'ai bien aimé le moment où le sang de Bruce devient une sorte de flubber là. C'est pas le sang de Bruce, c'est le sang de son père. Ah, c'est son père, pardon. Bah, cette séquence, elle est cool, hein. Le moment où il a sa main qui se mélange avec le métal. Et c'est bien fait, hein. T'as vraiment cette espèce de sensation. D'ailleurs, un terme pour les espèces de bruits comme ça qui sont assez plaisants à entendre. Tu sais, genre la main qui se détache du métal au fur et à mesure et tout. Non, ouais, franchement, cette scène, elle est super bien. Bah, lui, t'as trop envie que ses pouvoirs ils soient mieux exploités dans le film, par contre. C'est un peu.
Bon, ils sont bien exploités sur la fin, mais après, qu'est-ce que tu peux faire Oh, un mec qui contrôle la matière et tout, t'as quand même, tu peux t'amuser. Là, au final, ce qu'il fait, il s'accroche à une grille, il fait sauter un mec et il lui balance un ordinateur sur la gueule, quoi. Il a le même pouvoir que Darwin dans First Class, Ouais, un peu, ouais. qui lui meurt assez rapidement. Bah, c'est un peu ça, dès qu'il touchait quelque chose, il pouvait se transformer en... Ouais, Darwin, il pouvait s'adapter, ouais. Il en prend la matière, ouais. Mais c'est Ouais, juste voilà. son corps. Donc ouais, scène assez cool. Bruce a le droit de sortir et de se promener sans problème, Oui, ça, mais c'est bon, pareil. il est suivi par l'armée, donc ça passe, quoi. Et donc ça, on est d'accord que c'est un endroit qui a eu une explosion gamma nucléaire, quoi. Ouais. Provoquée par le daron. C'est ça. Ouais. Et il n'y a pas un personnage qui sourit pendant tout le film. Si, bah, la seule blague, tu l'as dit, Maxime, c'est avec le casque de vélo, hein, au début. C'est tout. Ouais, mais c'est Il y plus a- une il y en blague a une qu'on autre. place. Il y en a- C'est pas vraiment une blague, ça. C'est plus pour dire, regardez, il est nerd, c'est un geek. Ouais, le nerd des nerds, quoi. Ouais, c'est pas une blague où tu fais haha, quoi. Il y a pas de La blague. seule vraie blague, c'est quand il dit qu'ils vont vendre la méthode qu'ils ont utilisée pour faire exploser les grenouilles, quoi. Ouais, voilà. Sinon, On se bilanne, non. bah, c'est pas le but du film, quoi. Non. Le but de la vie de Betty, c'est que son père la remarque, alors que pour Bruce, c'est tout l'inverse. Il veut que son père le laisse tranquille. Et ça aussi, j'aimais bien. Ils mettent Bruce dans l'eau, et on apprend que donc, oui, Nick Nolte a bien tué sa femme. Il voulait pas le faire. C'est en voulant tuer Bruce que sa femme s'est mise devant et elle est morte. De manière très dramatique, où elle va marcher à l'extérieur de la maison et que là, elle tombe. Plutôt que de mourir par terre comme tout le monde. Mais c'est Ouais. même pas très explicite, hein, sa mort, parce qu'on dirait qu'elle va pleurer parce qu'il y a l'explosion et qu'elle s'y attendait, en fait. Enfin, on dirait presque vu qu'il n'y a pas de sang sur le couteau après, quand il Il y a l'a dans du la sang main, sur elle. Il y a du sang sur elle. Ah, il y a du sang sur elle, j'ai pas fait gaffe. Ouais, quand il retire le couteau ou quoi, tu vois genre une sorte de tache sur sa robe. Je crois, hein, si je me rappelle bien. Non. Non? Non. J'avais pas le souvenir, ouais. Non, tu vois pas de sang ni sur le couteau ni sur sa robe. Ah, ok. Par contre, elle se tient la main, enfin, je veux dire, elle se tient comme si Ouais, c'est ça. si elle avait une plaie quelque part, mais par contre, il n'y a pas de sang. Donc Hulk se réveille, je me demande à quoi s'attendaient les militaires, putain de merde. Oui, ça, c'est clair. Ouais. Ça, c'est vraiment le truc. What did you expect, quoi. Ils le mettent dans une sorte de mousse. Ah, c'est Ah, elle est génial, cool, cette cette mousse. séquence de la mousse. Là. Et là, il y a un plan qui explose avec Talbot qui explose devant, Ouais. devant le feu. Et là, ça coupe Incroyable. sur plein de trucs. Et là, j'ai fait, ah, c'est magnifique, j'adore. Ah ouais. Il y a juste son corps détouré dans les flammes, c'est très... Ah, c'est trop cool. Ça vous a fait kiffer, vous? Ah ouais. Je m'y attendais pas, quoi. Ah, moi, j'ai explosé de rire. Ouais, mais d'accord, là pour le coup, je trouve que bon, c'est rigolo, mais c'est pas par rapport au tour du film, ça fonctionne pas, quoi, pour moi. Ensuite, on a Hulk contre des missiles, Hulk contre des tanks. Ah, franchement, Contre il y a- des il y a- hélicos, là, contre des là, il y a de avions. quoi faire. Et donc Hulk là, contre là, des vous le trouvez hélicos. mal fait, vous, là, le Hulk en plein jour? Surtout Bah, très fluo, en fait, c'est ça, quoi. Ouais, c'est la couleur, en fait. C'est surtout la couleur. Mais c'est Ouais, vrai qu'il fait un peu c'est- caoutchouc. Hein. Mais ça, c'est l'époque. C'est pas. Il pouvait pas y faire grand chose, mais en fait, ils sont gourés sur la couleur essentiellement du Ouais, personnage. parce que moi, je trouve que même le visage et tout, il est convaincant. Hein. Enfin, tu Ouais, vois, Mais genre, les cheveux et les yeux, par exemple, c'est là que tu vois qu'on a fait un progrès pas possible, quoi, au niveau des cheveux et des yeux. Les yeux, ils sont super mal faits, les yeux d'Hulk. Mais après, c'est l'époque, hein, c'est pas, c'est comme ça. Ouais, non, mais par exemple, tu vois, enfin, par rapport au modèle 3D de genre de Catwoman, Ouais, mais, Hulk est quand même mieux fait, quoi. ouais, Bah mais oui. on parle de enfin, Ouais, Voilà. budget similaire, hein, et réalisateur dans les effets spéciaux Catwoman, tu vois, donc c'était pas non plus. ouais. Hulk est sur le Golden Gate Bridge. Ils essaient de le congeler dans l'espace et de le faire retomber. Là, ils essaient vraiment toutes les techniques possibles et inimaginables pour tuer Hulk. Hein. Ouais, c'est clair. Il y a Hulk dans l'eau, Hulk souterrain aussi, qui creuse en dessous de San Francisco, un peu comme Bugs Bunny, tu vois, il laisse un truc derrière lui comme ça. Et Ouais. d'ailleurs, la scène où il tombe dans l'eau, j'aime bien ce petit moment où il a le reflet dans le miroir de Hulk, où Hulk lui parle carrément, quoi. Il lui dit pauvre humain ou un truc comme ça, je crois. Puny Human. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, ouais, c'est la seule phrase qu'il va dire du film. Enfin, C'est d'ailleurs, la voix de vraiment Lou Ferrigno, si je me trompe pas d'ailleurs. sympa. Ouais. Bah, elle est cool, c'est vrai que cette séquence du miroir, elle est très cool. Moi, j'ai bien aimé, ouais.
Et puis Betty arrive. Bon, d'abord Hulk, il arrive dans la seule rue de San Francisco parce que dans les films il y a qu'une rue dans San La Francisco. rue des Lombards, ouais, évidemment. D'ailleurs, c'est pas la rue des Lombards, d'ailleurs. Je suis mauvaise foi. Et Betty arrive et donc Bruce redevient normal. Parce que c'est aussi simple que ça. Et Ross il est fait- en et grosse flaque d'eau aussi. Hein. Ça m'a marqué cette flaque. Ross fait venir Nick Nolte pour parler en tête à tête avec Bruce. Et là, il y a ma scène préférée du film. Très cool cette scène, ouais. Toute la scène avec le monologue de Nick Nolte et tout. Il y a un côté shakespearien, il y a un côté gréco-romain. Il y a un côté... L'éclairage de la scène est joli, enfin le plan et tout. Enfin, il y a vraiment L'éclairage est cool. Mm. Eric Bana qui chiale et qui hurle et tout. Enfin, tu sens qu'ils sont vraiment Mais tous alors, les moi, deux. Il y a un côté pièce de théâtre aussi où c'est juste eux deux avec une chaise et l'éclairage très simpliste, Ouais, très c'est simple. clair. Ouais, franchement, j'ai adoré cette scène. Moi, il y a un truc que j'ai pas réussi à adhérer, c'est pourquoi. Alors pourquoi d'un coup les militaires se disent tiens, on va les faire asseoir sur une chaise, ils vont pouvoir discuter un peu tous les deux. Bah, c'est la condition qu'il a donnée pour se rendre en fait. C'était qu'il puisse avoir accès à son fils pour lui parler une dernière fois. Quoi. Voilà. Ouais. Bon. Ça m'a je me suis dit bon, fallait vraiment qu'ils il donne une raison dans le film là. Il donne une raison. Oui. J'avais dû passer à côté de la raison parce que ça me paraît totalement probable. Le but, c'est que Nick Nolte récupère les pouvoirs de Hulk. Il en a rien à foutre de son fils, en fait, depuis le début. Il veut juste vraiment devenir Hulk. Et ouais, il mord un câble électrique. Il mord un câble électrique, voilà. Parce que pourquoi pas, hein. Et là, il devient électro. Ouais. Pourquoi pas aussi. Bah là, il y a un des plus beaux plans du film, pour le coup, là. Cette espèce de plan aérien où ils apparaissent dans les nuages. Ah, c'est trop beau, ça. Ça, c'est vraiment trop beau. Ouais. Elle est vraiment belle, cette scène. Ça n'a pas trop vieilli, franchement. Enfin, j'étais agréablement surpris de revoir cette scène. Elle marche vraiment bien. Ouais, tout le reste de la bataille marche moins bien, mais ce petit moment dans les airs, là, avec ses apparitions, ça, c'est vraiment classe, quoi. Et là, pour le coup, tu vois, là, je suis d'accord que là, là, je trouve que le lien avec le comic book, il fonctionne, parce que c'est typiquement, t'as l'impression de voir vraiment une full page, enfin, tu vois, la planche avec vraiment plusieurs apparitions qui symbolisent le même plan, quoi. Et ça j'ai vraiment bien aimé. Et ensuite, il devient la chose. Ouais. Voilà, ça devient un élémental. Hein. Ouais, c'est ça, c'est très élémental, ouais. Mais bon, les combats avec la pierre, enfin là les moyennement bien gérés, je trouve l'enchaînement des matières et le combat, il n'a pas grand intérêt à la fin. Quoi. Incroyable. Ouais, et même l'histoire ils absorbent l'énergie, donc tout gèle autour et tout. Bon. J'aime bien quand quand Nick Nolte devient une sorte de grand champignon atomique. Ouais, par contre, j'ai pas trop je comprends pas. En fait, le final, c'est genre Hulk, il a tellement d'énergie que l'autre, il arrive même pas à la contenir. Ouais, c'est ça. Ouais. Il arrive pas à l'absorber parce qu'il en envoie trop, quoi. Ouais. Parce qu'au final, il est infini en énergie, Hulk. On est d'accord, hein, c'est ça l'idée, quoi. Il y a un épisode de Dragon Ball où ils doivent se battre dans un vaisseau pour passer d'étage en étage. Et il y a un épisode où c'est Sangoku qui tombe contre un monstre qui absorbe l'énergie. Et au bout d'un moment, Sangoku, il en a marre, il commence à faire ah, et il envoie tellement d'énergie que le monstre il explose. Bah, c'est exactement ça. En fait. Entre Cat Size à l'épisode précédent et là je cite Dragon Ball, on sent le club Dorothée, il est présent, quoi. Ah ça, ouais. Non. C'était l'équivalent de Tefou, Max, pour ta génération. Enfoiré. Ross fait tout sauter. Ça fait plaisir, j'étais content pour lui. Ouais. Et là, on a un an plus tard. Betty reçoit un coup de fil de Ross parce qu'apparemment, on aurait vu Hulk quelque part. Mais moi, je suis surpris d'ailleurs qu'il nous montre Eric Bana, le corps d'Eric Bana avant de transitionner. C'est-à-dire que tu vois Eric Bana dans l'eau là, donc tu te dis bon, je veux dire le corps il est pas explosé, enfin tu vois, en tant que spectateur, tu sais qu'il est encore vivant, quoi. C'est pas le but de la scène. Le but de la scène, c'est qu'elle envoie enfin balader son père, en fait. Ah oui. Gros. Voilà, elle a enfin son arc est fini. Parce qu'elle enfin, lui, il lui dit bon, il l'appelle encore une fois que pour le boulot. Et elle lui dit voilà, ça m'intéresse pas de te parler. Donc, si tu savais où il était, tu me le dirais. Moment. Dit non. Voilà. Et puis aussi, c'est pour dire que Hulk a été vu quelque part. Et là, ça finit comme dans la série, en fait. Sauf qu'il est en Amérique du Sud et il a une fausse barbe de merde. Il a une des pires fausses barbes que j'ai vues de toute ma vie, franchement.
Mais j'ai mis pause, j'ai fait non. Ils ont abusé. Et donc ouais, comme dans la série, il va de ville en ville pour sauver des gens. Il dit sa phrase culte en plus. Vous êtes en train de m'énerver, vous voulez pas me voir quand je m'énerve. Et comme dans Avengers aussi. Dans Avengers, il est en Inde, je crois. Oui. Tu vois, en fait, tu peux prendre toutes les fins de chacun des films Hulk et ça pourrait se suivre. Non, mais pour le coup, le projet Marvel, il prend totalement en compte celui-là. Hein. Enfin, c'est un soft reboot, la suite. Ouais. C'est ce qu'ils avaient appelé un espèce de reboot de reboot sequel, un truc comme ça. Hein. Je crois qu'ils avaient trouvé un nom chelou, genre un sequel boot ou un truc comme ça. Ça reprend en Amérique du Sud avec Banner, quoi. Donc... En tout cas, tu finis là où le film commences là où le film termine, quoi. Et donc voilà, on a fini avec ce petit film sympathique, Hulk. Ouais, c'est marrant qu'il arrive aussi tard dans ce podcast, hein, parce que c'est vrai que ça fait partie des films où t'auras envie de l'inclure dans le MCU presque, en fait. Ouais, sauf qu'il est tellement différent du MCU. Ouais. Oui, non, mais je veux dire, il trétache un peu avec l'humour du MCU et tous ces trucs-là. Un peu comme Hulk, le Incredible Hulk. Oui, c'est ça, en fait. T'as envie de les inclure, t'as envie de les lier, je trouve, tous les deux. Ouais. Ils ont quand même, c'est des films qui se parlent un peu. Ouais. En tout cas, agréablement surpris, comme tu disais, Maxime. J'attendais rien du tout. Et j'en suis sorti en me disant, tu vois, là, j'ai vu un film, j'ai vu une vision d'auteur. Je dirais pas un film d'auteur, mais j'ai vu une vision d'auteur. C'est long, il y a des défauts, mais franchement, ouais, le revisionnage, franchement, ça le mérite. Hein. Non, parce qu'il y a des gens, quand j'avais demandé quel est le pire film de super-héros de tous les temps pour vous, il y a quelques personnes qui m'avaient répondu ce film-là. Oh non. Donc mais j'arrive à comprendre qu'on n'aime pas et qu'on n'adhère pas, par contre. Tu vois, c'est un film où il faut adhérer un peu. Faut quand même te dire je vais me laisser porter, en fait, quoi. Ouais, non, mais après, je veux dire, si t'aimes pas du tout ce film, c'est que déjà t'as un problème avec le perso d'Hulk, quoi, parce que, il est quand même ultra fidèle avec ce que le perso essaye d'être. C'est compliqué, quoi, de vraiment lui reprocher. Après, voilà, moi, je suis pas un grand fan, dans le sens, c'est pas un film qui me. Je vais pas ma dose de divertissement tout le long, je m'emmerde un peu. Les persos, moi, les conflits paternels, tout ça, c'est pas des trucs qui m'intéressent plus que ça. Mais on peut pas nier que le fait que c'est un film qui essaie des trucs et qui est plutôt honnête sur ce qu'il essaie de faire, quoi. Je pense que les gens n'ont pas aimé la réalisation et aussi le fait que ce soit long et que ce soit un long film. Surtout ça, je pense que c'est vraiment un des premiers trucs. Et aussi, beaucoup n'aiment pas parce que il y a des gens qui découvrent ce film de nos jours et qui n'aiment pas les effets spéciaux, quoi. Tu vois, ils restent bloqués sur les effets spéciaux. Parce que c'est un truc il a mal vieilli. S'il était fait de nos jours, le film, il ressemblerait pas du tout à ça, le Hulk qu'on voit dans le film, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est pas non plus du domaine de l'atrocité, quoi. Ouais, mais il y a des gens, ils regardent pas de films les films qui sont avant 2010, t'as l'impression que c'est des vieux films qu'ils regarderont jamais. Il y en a beaucoup des gens comme ça. Parce que moi, pour le coup, tu vois, je trouve pas que ça fasse genre l'effet du roi Scorpion, quoi. Tu vois, t'es pas dans ce niveau, tu te dis genre, oh là. Non, c'est bon, ok, c'est le Hulk pourrait être mieux défini et tout, mais ça me choque pas, quoi. Enfin, je me dis pas genre Ouais, pour 2003, c'est pas. C'est la couleur, hein. Ouais, vraiment de la couleur, tu parles de Hulk, quoi. Donc c'est normal qu'il soit un peu vert chelou. Enfin, moi, ça me. Et puis il y a toujours ce souci du short qui s'adapte. Ouais, mais il est limite fluo, là. Il est pas vert chelou, il est limite fluo, là, tu vois, donc. Oui, mais bon, c'est le principe de Hulk, il est radioactif et tout ça, donc qu'il soit vert machin, ça me. Ouais, moi, ça m'a pas choqué, quoi. Enfin, je trouve que c'est étrange de critiquer le perso pour sa couleur, alors que c'est la couleur du perso. Alors, il était gris à la base, mais bon, ça, je veux dire, c'est pas le problème. Ouais, faut arrêter de critiquer les personnages pour la couleur de leur peau, ok. Voilà, exactement. Franchement, ça suffit maintenant, stop. Voilà. Je suis d'accord. Bon, y a rien dans les news, les gars? Si. Il y a Robert Pattinson qui arrive pas à prendre de la masse et qui fait pas ses exercices pendant le confinement. Ah, encore? Je croyais que tu parlais de l'article où il expliquait qu'il faisait des pâtes avec des cornflakes. Ouais, non. Là, il y a son coach qui s'est plaint en disant il veut pas faire ses exercices, et Robert Pattinson il dit on n'aurait jamais exigé un acteur de continuer à faire son truc en période d'arrêt comme ça, même genre dans les années 70. J'ai pas trop compris ça en sa défense, mais en deux mots.
Non, il a raison. On demandait pas la même chose aux acteurs des années 70. On leur demandait pas d'être des dieux grecs au niveau de la manière dont leur corps est fait, quoi. Oui. Alors que maintenant, on demande à un acteur. Je veux dire, tu vois Chris Pratt qui était un peu rondouillé à l'époque de Parks and Recreation. Carrément. Tu vois. Voilà. Oui. Maintenant, on le voit. Ils ont fait pareil avec le comédien Kumail Nanjiani qui va jouer dans Immortals. Le gars, il jouait dans Silicon Valley. C'était un geek, un vrai geek. Il avait pas une carrure ou quoi que ce soit. Et là, il a posté une photo, mais le mec, il est fait, on dirait Mr. Universe, quoi. Tu te dis, il faut arrêter Marvel, hein. Même les gens tout à fait normaux, ils les forcent à devenir des buildés là. Ouais. Ça me saoule un peu quand même. Ouais, je peux comprendre. Ouais. Mais bon, ça, on n'en est pas encore là, malheureusement. Enfin, de toute façon, on sait même pas ce qu'ils. Enfin, c'est pas l'optique qu'ils veulent. Hein. C'est vrai que la culture nord-américaine, ils ont un vrai culte du corps qui est particulier. Hein. Bon, ils l'avaient. Enfin, ça fait longtemps. Hein. Mais je veux dire, depuis les années 80, c'est quand même assez marqué, quoi. Ouais, peut-être même avant. Hein. Oh, bah, le gros tournant, c'est les vrais action stars des années 80, quoi. Ouais, c'est le film Pumping Iron avec Schwarzenegger. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est un documentaire sur Schwarzenegger. C'est un documentaire avant que Schwarzenegger soit connu sur devenir Mr. Universe en fait. Et ça le suit pendant tout le procédé. Et c'est un très bon documentaire, hein, sans déconner, mais ouais. Non, parce que c'est vrai que tu regardes Steve McQueen ou même Clint Eastwood, c'est jamais été des mecs baraques. Enfin, ça n'a pas été. C'est clair. C'est pas l'idée, quoi. C'est juste. Ouais, pas musclé en tout cas, quoi. Non, le mec qui était censé être le gars baraque, etc. C'était Sean Connery, donc c'est pour te dire le niveau à l'époque. Oui. Il suffisait d'avoir des grosses épaules et un peu de poils sur le torse, et voilà, t'étais considéré comme baraqué, quoi. Sinon, c'était quoi merde, comment il s'appelle cet acteur avec sa moustache là, Burt Reynolds. C'était les mecs comme ça aussi, tu vois. C'était pas des mecs baraqués, quoi. C'est clair. Enfin voilà, on a fait le tour. J'ai une petite news pour finir sur une note un peu positive. Ouais. Il y a les scénaristes de Spider-Verse là qui ont un peu parlé pendant le confinement pour l'anniversaire du film. Et du coup, ils avaient bien prévu Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire pour un caméo, quoi. Ah ouais, ok. Mais le studio leur a répondu trop tôt. Enfin, Marvel, visiblement. Ah ok. D'accord. Tiens, bah j'ai revu Far From Home. Ouais. Que j'avais assez bien aimé au début, la première fois que je l'ai vu. J'ai trouvé que c'était de la grosse merde. Là. Ah bah je pense Vraiment, que j'ai trouvé que c'était une bouse infâme, quoi. Ah ouais. Il m'a fait mal au cœur. Je crois que c'est peut-être un des pires Spider-Man que j'ai vu, quoi. Ah ouais. Il m'a fait mal au cœur. J'étais là, je fais putain, mais il y a aucun thème, il y a aucun message. Le personnage, il est pas proactif du tout. Alors il subit pendant tout le film, il fait ce qu'on lui demande. Ouais, non, le film, alors que c'est tout l'inverse de Homecoming, en fait, au niveau des thèmes. Je parle du niveau scénario, hein, comment c'est écrit, comment le thème du personnage, enfin, l'arc du personnage, etc. C'est tout l'inverse de Homecoming. Limite, j'aimerais bien qu'on fasse un épisode là-dessus, parce ça que mérite leur visionnage, ouais. J'ai bien aimé, mais c'est vrai que c'est un film à twist un peu, donc, mine de rien, il y avait quand même ça qui, à mon avis, te drainer l'esprit lors du premier visionnage, je pense, sur Mysterio, qu'est-ce que ça, c'est quoi le Beans, et ça peut te faire passer, enfin un peu équivalent de la poudre aux yeux, quoi. Ouais, c'est exactement ce que Mysterio il fait dans le film, en fait. Tu vois, la première fois que tu le vois, tu vois que les effets spéciaux et les trucs qu'on veut. Mais une fois que tu commences à gratter un peu, tu vois que c'est fake. Ouais. Et c'est exactement ça le film, en fait. Mais moi, je trouvais ça pas mal. Enfin, justement, je trouvais qu'il y avait une réflexion sur leur propre cinéma qui était quand même assez osé pour l'époque. Un truc qui m'avait plu aussi, ouais. Parce que bon, voilà, c'est quand même un héros. Ouais, mais voilà, ils font des clins d'œil, mais au final, si t'as pas de scénario. Non, enfin, après, je pourrais pas en parler aussi vivement que toi, mais c'est vrai que ce rapport à un mec qui juste utilise la société du spectacle pour arriver à ses fins et tout ça, bon, c'est un peu quand c'est Disney qui s'auto-critique, je trouve ça toujours un peu particulier, parce que bon, c'est un peu faites pas ce que je dis, mais je le fais quand même. Mais bon, voilà, au moins là-dessus il y avait un angle qui m'a semblé intéressant, mais j'avais pas poussé ma réflexion plus loin, quoi. Ouais, moi j'ai trouvé que il y avait beaucoup de choses qui allaient pas, notamment que Spider-Man est censé être le nouvel Iron Man pendant tout le film, c'est ça qu'on lui dit. Ouais, ça c'est de toute façon ça c'est Attends, je finis parce que
Merde, j'ai perdu ce que je voulais dire maintenant. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire, ouais, Homecoming avait un arc similaire, sauf qu'à la fin, il refuse de devenir un Avengers. Et donc, il refuse de devenir le nouvel Iron Man. Et là, dans le film, on le force à devenir le nouvel Iron Man, et c'est ce qu'il devient. Il détruit même pas les lunettes de merde, là, les lunettes qui envoient des drones et qui peuvent détruire la planète. Encore une fois, Iron Man qui fout la merde et qui fait n'importe quoi. Et d'ailleurs, le méchant, il a aussi été créé à cause d'Iron Man. C'est quoi, en fait? Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec merde, comment on dit legacy? L'héritage. Avec l'héritage de Tony Stark, en fait. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça, Marvel? Parce que là, le film, il te prouve que Tony Stark, c'était un connard, en fait. Clairement. Pendant tout le film. À un moment, il envoie des drones sur ses potes dans un bus et il manque de tuer tout le monde. Et il fait « Oh, regardez par la fenêtre !» Et les gars, ils regardent tous et il y a un drone qui passe de l'autre côté. Et j'étais là, je fais « Putain, comment j'ai pu regarder ça la première fois et comment c'est passé normal, en fait ?» Faut que tu réécoutes ton podcast. Ouais, si ça se trouve, je crois que j'ai dit du bien du film, mais c'est parce que j'adore Spider-Man. J'adore Spider-Man, moi, j'adore le Tom Holland et tout. J'aime bien tout ça, donc j'étais plutôt pour. J'aime bien les personnages secondaires du film. J'aime bien le méchant était cool. Mais là, en le revoyant, je fais mais ils se foutent de la gueule de qui en fait, Marvel là? Un peu comme quand j'ai revu Captain Marvel et j'ai fait mais c'est quoi ça? Ah ouais, Captain Marvel, j'ai pas besoin de le revoir. Moi, et revoir Ant-Man 2 et tu vas pleurer. Ah non, mais ça, j'ai 2, déjà pleuré la première fois. Moi. Voilà, ouais, il y a quelques fois, tu te dis, et en plus c'est très cynique parce que t'as ce personnage de Mysterio qui fait ah, on va pas faire ça comme ça, enfin tu vois, qui brise le 4e mur par moment limite quoi. Ah ben non, mais c'est ce que je dis, c'est de l'autocritique. Ouais, c'est très cynique. C'est pas de l'autocritique, c'est on fait semblant de se moquer de nous-mêmes pour faire la même chose. Oui, c'est Dembo. C'est super cynique. C'est Dembo aussi, ouais, exact. Dembo, j'ai envie d'empaffer le film. Genre le moment où t'as les peluches Dembo et où ils vendent des peluches Dembo et le discours c'est d'expliquer que les grands méchants qui exploitent les trucs jusqu'à la moelle, enfin ils deviennent nature les trucs d'artistes et tout. De Walt Disney. Ah ouais, c'est Tim Burton qui fait passer un message. Oui, enfin le truc il est tellement grossier le message que tu sais très bien que c'est eux qui, enfin juste qui ont envie de faussement se critiquer quoi. Enfin moi c'est tout ce que je déteste quoi. Enfin c'est ce que j'appelle du cynisme pur et dur. Comme la scène dans Wreck-It Ralph 2 où elle voit toutes les princesses. Et on se moque du fait que les princesses, elles sont comme ci, elles sont comme ça. Et t'as Disney qui se moque de lui-même et qui se moque de toutes les princesses de l'histoire de Disney. Et en fait, ils apportent rien. C'est juste qu'ils sont là, genre, ah, vous avez vu comme on était, vous avez vu comme on est. Ah, 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 on est sexiste. Ah, ah, ah. Et t'es là, genre, ok, Disney. Moi, ça marche pas avec moi, ce genre de truc. Hein. Ça me fait penser qu'il y a la même chose dans La Reine des Neiges 2 aussi, avec les propres chansons dont ils se moquent, les chansons qui ont fait le succès de leur film dont ils se moquent après coup, quoi. Ouais, ils font ça, quoi. Moi, en fait, ça me dérange pas quand ils... Enfin, bon, là, le cas, par exemple, de Wreck-It Ralph, bon, on est vraiment dans l'ordre du clin d'œil. C'est une petite séquence qui d'ailleurs buzz très bien sur Internet pour promouvoir le film. Et bon, à la limite... Mais quand c'est le thème entier de ton film, qui est orienté autour de ça, et qu'au final, c'est vraiment juste du foutage de gueule pour te... Enfin, pour... Parce que tu remets en cause le vrai... Enfin, tu vois, genre Dembo ou même Spider-Man, c'est juste... Enfin, ça remet en cause la manière propre de fonctionner à l'heure actuelle en plus. Enfin, tu vois, c'est ça qui me dérange. C'est que, bon, à la limite, que Disney dise à l'heure actuelle, ah, vous avez vu, on était sexiste dans les années 70. Bon, je me dis, ok, là, c'est vrai que maintenant, ils font des efforts pour pas l'être. Mais par contre, quand ils font Spider-Man 2 et qu'ils t'expliquent en 2 mots, enfin, les CGI, c'est quand même vraiment un piège à con. Ouais, alors que le film précédent, le méchant était entièrement en CGI. Ouais, exactement, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est bizarre quand tu te dis, bah ok, d'accord, on est des débiles à ce moment. Vous nous dites clairement qu'on est des cons. C'est très cynique. Hein. Non, mais il y a un côté vraiment cynique, et ça, c'est le côté, c'est Disney qui est cynique comme ça. Et moi, ça me fait froid dans le dos, moi, ce genre de truc. Parce que je sais très bien qu'ils veulent juste notre argent et notre âme, quoi. Ils veulent juste prendre notre âme. Ils les ont eu. Je veux dire. Bah ouais, voilà. Et donc, t'es là en train de rigoler. Disney. Et d'un seul coup, tu réfléchis et là, t'as tout le poids du monde d'un seul coup. Bah, sur cette note, on va se laisser. On se rejoint la semaine prochaine pour je ne sais pas quel film parce que sondage, du coup.
Ouais. Attends. Là, on est sur du DC de nouveau. Alors, Ouais. Il nous reste quoi en DC avant de commencer les. Constantine, il me semble, était bien parti. attends. Ah il nous oui. reste Constantine, V pour Vendetta. Ah oui, Ah oui, père, bien. ça serait cool ça. Et sinon, il en reste 2 ensuite. Il reste Steel. Et Watchmen. Steel et Jonah X. Oula. Ah, oula. Et Ok. ensuite, il y a Watchmen que je mets pas dans la liste parce que ce sera quand Zoltan sera disponible. Non, mais là, Watchmen, à mon avis, ça va pouvoir le faire. Parce que vu que je vais bouger, je vais avoir du temps. Bon, bah, on fera ça, mais il Mais faudra on- que tu me préviennes bien à l'avance parce que, Ah, je te dis ça Il y a à du partir de boulot. la semaine prochaine. ouais, il y a du boulot, il faut que je lise le bouquin, enfin, les comics, et je les ai pas, là. Je te conseille les animated comics sur YouTube. Non, hein, mais si j'ai tu déjà veux vu te ça, mais faire. le truc, c'est que Ça s'appelle l'appendice. Ouais. c'est le même mec qui fait toutes les voix et il fait les voix des filles, genre. Ouais, c'est bien, ouais. Et non, j'ai trouvé ça tellement cheap, je fais, ah non, je peux pas regarder comme ça. J'ai regardé 1 ou 2 épisodes et après ça m'a saoulé. C'était vraiment, vraiment trop cheap, quoi. L'animation, c'était cool, mais la voix, engager au moins 2 personnes, quoi. Enfin, je sais pas, c'est... Et là, c'est le mec qui a fait les dessins, qui fait la voix, enfin, qui a fait l'animation, qui fait la voix aussi, apparemment. Donc. Ouais. Moi, ça m'a vraiment. Je me le suis refait au moment de la série et franchement, j'avais trouvé ça plutôt bien fait pour ce que c'est, quoi. Oui, Non, c'est non, vrai. mais quand il y a le spectre soyeux qui parle et qui est en train de dire en gros ah, tu veux pas me baiser, John? Tu sens que c'est un mec, tu sens que c'est un mec qui est en train de dire John, tu veux pas me baiser? Mais je crois que j'ai explosé de rire, ça m'a vraiment fait rire, quoi. Parce que j'imaginais le mec qui sert son verre de whisky avant d'aller enregistrer, tu vois, genre bon, je vais faire spectre soyeux aujourd'hui. Tu m'étonnes. Donc ouais, je pense qu'on se retrouve pour Constantine, à mon avis. Hein. À mon avis, ça va être Constantine. Putain, film que j'ai pas vu depuis la sortie. Hein, donc. Pareil. Je l'ai jamais vu. Vu en VF à l'époque en plus. Y a pas Tilda Swinton dedans? Si. Ah, qui, bon, joue, bah, ça va être- qui joue Gabriel. L'ange Gabriel, ouais. je crois. Ouais, elle a une coupe de cheveux super cool et le costume et tout, ouais, je me rappelle. En même temps, je pourrais dire ça de Tilda Swinton en général. Toujours. Ouais. Et... Ouais, bah pour Constantine, on se retrouve donc à la semaine prochaine, tout le monde. Ciao, ciao. Salut, salut. Goodbye. Goodbye, David. And I hope you find your safe place. Your refuge. Thank you.